Donc je vous remercie les organisatrices et organisateurs de cette journée. Et a priori, ma présentation a l'air différente de ce qui vient d'être dit, parce que les écologistes qui pratiquent la désobéissance civile, et c'est sur elles et eux que je travaille, sont plutôt des jeunes, en tout cas dans les représentations, même s'il y a différents profils d'âge, c'est plutôt des néo-militantes et des néo-militants, et ils viennent plutôt de classe moyenne. Pour autant, je pense que ça pose des questions similaires sur le lien entre individu et démocratie, donc par le biais de la désobéissance civile. L'idée, donc, c'est de revenir un peu par un détour historique sur les enjeux que ça pose et de voir les formes qu'elle prend aujourd'hui et les défis qui se posent. Pour commencer, sur la désobéissance civile, et je donnerai après une définition, on peut revenir sur les a priori ou les conceptions qu'on a parfois de la désobéissance civile, qui peut être vue de manière critique, avec une critique à gauche qui voit la désobéissance civile comme une forme d'éloignement de l'idéal révolutionnaire, en disant on va juste désobéir à la loi pour améliorer la loi plutôt que de subvertir un système politique ou social qu'on juge inégalitaire. Une critique conservatrice qui fera moins... qui n'est pas étonnante, qui voit la désobéissance civile comme un facteur de trouble et de dire on va rejeter la démocratie, c'est une minorité qui va agir contre la majorité. Et quelque chose qui n'est pas vraiment une critique, mais une conception libérale de la démocratie, de la désobéissance civile, qui consiste à dire qu'en fait la désobéissance civile, elle est tolérée, mais elle doit être un peu en dernier recours, elle doit être exceptionnelle, elle doit être limitée, dans le but de rapprocher la loi par rapport à un idéal. Pour que vous voyez de quoi je parle avec la désobéissance civile, parce que peut-être que tout le monde a des conceptions différentes, on peut retenir 4 critères. Le fait qu'elle soit l'action, et notamment pour la distinguer d'une forme de criminalité. Qu'est-ce qui fait que quand on désobéit, on ne veut pas en tout cas être présenté comme un criminel. La dimension publique, donc l'action doit être vue, contrairement par exemple à des formes d'action criminelle où le but justement c'est de ne pas être vu. Elle doit être illégale, donc elle doit transgresser la loi. Elle doit aussi être en conscience, c'est-à-dire que vous devez la justifier auprès de vous-même ou auprès des autres par une référence à des ordres de grandeur plus grands que la loi, en disant la loi est injuste par rapport à votre conscience ou par rapport à un idéal plus large. Elle doit être non-violente, ce qui est le critère qui pose le plus de problèmes, parce que qui détermine la non-violence? On voit bien que si c'était seulement le gouvernement qui déterminait la non-violence, toutes les mobilisations sociales seraient qualifiées de violentes. Pareil pour les acteurs, au sein d'un même mouvement, on peut avoir différentes conceptions de la violence, tout en se retrouvant sur des mêmes actions, comme à Sainte-Soline, où il y a différentes composantes qui peuvent se retrouver. Donc finalement, on peut considérer que c'est moins le mouvement qui doit être considéré comme non-violent que des pratiques, et aussi l'effort de présenter certaines pratiques comme étant non-violentes. Alors que par exemple, si vous êtes un gang, vous n'avez aucun intérêt, votre objectif, c'est pas de dire ce que vous faites n'est pas violent. C'est pas quelque chose qui vous préoccupe, la justification de votre action. Pour finir sur une dimension un peu, pas théorique, mais de revenir un peu à 3 penseurs qui permettent d'explorer justement ce lien entre individu et démocratie. Donc j'en ai pris 3 qui sont les plus connus, Thoreau, Gandhi et Luther King, qui ont pensé la désobéissance civile, mais qui l'ont aussi pratiquée. Donc c'est l'intérêt aussi de cette journée d'études, de voir le lien entre pratique et théorisation. Donc Thoreau, il est souvent vu comme l'inventeur de la notion de désobéissance civile, mais c'est pas quelque chose, le terme initialement n'était pas celui-là, et dans sa première lecture, il parlait de la relation de l'individu à l'État. Et ensuite, c'est ton éditeur qui plus tard l'a traduit sous la forme de désobéissance civile. Et ça montre bien la conception qu'il a de la désobéissance civile, où donc Thoreau, peut-être que vous savez, l'État du Massachusetts est venu le voir en lui demandant de s'acquitter de son retard d'impôt, et Thoreau a refusé au nom du fait que l'État du Massachusetts participait à la guerre des États-Unis contre le Mexique et à l'esclavage. Donc pour Thoreau, en fait, c'est une pratique de la désobéissance civile qui s'ancre en fait dans la conscience des individus, plus que dans une dimension collective. Et le but, c'est moins de résister collectivement à un système comme l'esclavage que de se détacher, en fait, à la fois par le biais de la morale, donc de ne pas s'identifier à l'État, mais aussi pratiquement en retirant son soutien financier à l'État. C'est quelque chose qui a pu être critiqué comme une forme de conception individualiste, mais la distinction entre individuation et individualiste était intéressante pour dire en fait c'est plus une dimension subjective qui compte, où Thoreau cherche la justice dans sa conscience plutôt que de la référence à quelque chose d'externe. Et on peut imaginer, et pour défendre Thoreau, que la désobéissance civile, si on multiplie les gestes en conscience, alors on peut quand même produire des changements d'ampleur. On pense par exemple au mouvement comme les jeunes diplômés de grandes écoles qui choisissent de bifurquer, et donc on peut imaginer que c'est aussi une remise en cause plus générale. Gandhi s'est beaucoup inspiré, on l'a beaucoup rapproché de Thoreau, mais il est quand même différent parce qu'il a, lui, une pratique plus massive de la désobéissance civile. Donc a priori, peut-être vous avez l'image de Gandhi comme un pacifiste qui prône la non-violence, l'amour et des valeurs comme ça qui ont l'air pas politiques, mais c'est quelque chose de très politique, notamment quand on revient au contexte dans lequel évolue Gandhi.
Donc il y a un de ces concepts qui est satyagraha, donc qui est la fidélité à la vérité, et le but de la non-violence, en fait, c'est d'exprimer cette fidélité à une vérité. Et en fait, pour Gandhi, il n'y a pas de déconnexion entre la société que vous demandez et le mode d'action que vous employez. Et pour lui, pour arriver à une société non violente, et il critique la violence, on ne peut passer que par des modes d'action non violents. C'est ce qui fait qu'il a pu condamner, ou en tout cas s'éloigner des suffragettes, alors que ça l'intéressait au début, en disant en fait c'est l'utilisation d'une violence, c'est utiliser la violence des hommes contre les hommes, et à la fin ça ne permet pas d'arriver à un monde plus juste. Quelque chose qui peut être critiqué en disant que la violence n'est pas forcément masculine, et elle peut être vue comme légitime par certains mouvements, mais si on revient à Gandhi, en fait, il n'était pas forcément dans une disqualification, une condamnation explicite de la violence. Par exemple, en 1909, il y a un officier britannique qui est assassiné, et Gandhi, en fait, tout en disant que l'acte est lâche, parce qu'il ne cherche pas à arriver à cette non-violence comme fidélité à soi-même, il le considère comme moralement innocent parce qu'il évolue dans une société injuste. Et ça, c'est un point central de la pensée de Gandhi qui permet de voir la portée politique en fait, de sa conception de la non-violence, où pour lui, en fait, les individus vivent dans une société, en tout cas les Anglais cherchent à imposer par la société moderne une société injuste, mais aussi qui repose sur la peur, parce que c'est une société donc, libérale qui repose sur le bien-être matériel. Et en fait, pour Gandhi, un des principaux freins à l'action, et peut-être vous le voyez aussi dans le militantisme, c'est la peur. Et pour Gandhi, en fait, il faut pouvoir lutter contre la peur qu'on a en soi-même. Il faut abandonner la crainte de la peur et la crainte de la mort pour pouvoir se libérer du joug colonial. Et pour Gandhi, à partir du moment où on se libère de cette crainte, on se libère de l'impérialisme et du colonialisme anglais. D'où des actions de masse de Gandhi, où l'idée, c'est pas juste de le faire en conscience, mais c'est qu'en fait, que tout le monde doit abandonner cette peur qui est gravée en soi. D'où une action connue par Gandhi, la marche du sel, où le régime anglais imposait une forte tarification du sel et empêchait les Indiens d'en produire. Et ce qu'a fait Gandhi, c'est qu'il a fait une longue marche avec de nombreux soutiens pour récolter lui-même du sel sur les plages et le vendre. Et donc, en fait, aussi, en s'exposant au risque d'être emprisonné. Et ce qui était aussi une façon d'exprimer, de dire, voilà, on est non-violent et c'est le système qui est violent et nous, on demande cette non-violence et on continuera tant qu'on n'aura pas un gain de cause. Ça n'a pas marché immédiatement parce que Gandhi a accepté de mettre fin à cette campagne pour être invité à des négociations à Londres qui n'ont rien donné, mais il était vu ensuite comme une partie prenante de l'indépendance de l'Inde. Luther King aussi est souvent rapproché donc, dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 50 de Gandhi, avec une non-violence. Donc il était connu notamment pour des boycotts, des sit-ins où vous entrez dans une entreprise, vous vous asseyez dans un bus où vous n'êtes pas invité quand vous êtes une personne noire à être. Et le but de ces actions, c'est aussi de faire évoluer la loi en la transgressant, de montrer, en fait, de dire si on ne m'autorise pas à m'asseoir dans le bus, c'est l'exemple de Rosa Parks, alors c'est inconstitutionnel et on doit modifier la loi pour aller vers quelque chose de plus constitutionnel. La non-violence pour Luther King, elle était à la fois, comme Gandhi, il y avait une dimension par conviction, où l'idée qu'il n'y a pas de déconnexion entre les moyens et la fin. Il y avait aussi une dimension stratégique qui est double. Donc Luther King, il voulait être représentant des Noirs américains, et donc il voulait aussi pouvoir parler à des personnes qui n'étaient pas intéressées, en tout cas au début, par la violence. Il voulait aussi, il a un peu évolué au fur et à mesure de sa vie, mais convaincre une partie des Blancs, en tout cas, où il pensait pouvoir avoir leur soutien par le soutien aux idéaux démocratiques, et de dire, voilà, on va passer par la non-violence pour ça. Il y a aussi une dimension qu'on oublie parfois, c'est la création d'une tension, ce qui est vraiment un des objectifs de Martin Luther King, c'est de dire, on doit créer une tension. Et je pense que ça fait écho à beaucoup d'exemples de militantisme où si on ne parle pas de ces sujets, si on ne transgresse pas la loi, alors on n'en parlera pas et on ne pourra pas avancer. Il y a une dimension d'urgence dans la création de cette tension. Donc Luther King, on oublie parfois, mais il a évolué au cours de sa vie, notamment au milieu des années 60, avec plusieurs voix qui mettent fin à des lois ségrégatives et qui étendent le droit de vote. Il y a quand même eu des émeutes par des Noirs américains suite à ces évolutions, et Luther King, en fait, au fur et à mesure, a considéré que ce n'était pas seulement une question de démocratie, de loi ségrégatives, mais une question d'inégalité économique. Et ce qui fait que l'opposition qu'on fait parfois avec Malcolm X, qui est vu comme promoteur de la violence face à Gandhi, qui serait devenu un peu trop naïf, à Luther King, ne tient pas tant que ça. Donc on voit qu'il y a quand même différentes conceptions de la désobéissance civile et qu'elles ne sont pas forcément qualifiables de libérales. Le but, ce n'est pas de désobéir un peu exceptionnellement à la loi, mais c'est vraiment, autant pour Gandhi que pour Luther King, même si c'est moins vrai pour Thoreau, de sortir d'un système d'oppression, que ce soit le régime colonial britannique ou l'Amérique ségrégée aux États-Unis avec Luther King. Et si on s'intéresse maintenant, après ce panorama, à la désobéissance civile en France, je serai rapide sur cet aspect-là, on peut voir, donc si on s'en tient aux critères que j'évoquais avant,
On peut la voir, et ça a été vu par certains auteurs, avec la résistance contre la guerre d'Algérie et le refus de faire son service militaire. Donc peut-être ça concernait des personnes ici ou des parents. Et donc on refuse d'agir parce que ça nous paraît injuste, on le fait en conscience, c'est non violent et c'est public. Mais le terme de désobéissance civile apparaît assez tardivement en France quand on regarde la presse. Il apparaît en 1997 avec l'opposition, peut-être que vous l'avez en tête, contre l'opposition du projet de loi Debré qui visait à signaler aux autorités locales le fait d'héberger des personnes étrangères. Et donc c'était vu comme un devoir de délation. Il y avait notamment des cinéastes qui s'étaient exprimés et des associatifs pour dire qu'il désobéirait à la loi si elle entrait en application. Ça a été expliqué par des historiens, le fait que ce soit assez tardif, parce que Taureau, c'est à la fin du 19e siècle, et en France, donc il faut attendre 1997, par le fait que même si elle n'est pas, comme je vous l'ai montré, intrinsèquement libérale, c'est quelque chose, quand même une réflexion qui marche mieux aux États-Unis, où on conçoit l'obéissance comme quelque chose, un contrat social horizontal, où vous obéissez de manière, pas comme bon vous semble, mais il y a une limite à votre obéissance individuelle par rapport à l'État. Alors qu'en France, on a plus une tradition héritée d'une partie de la Révolution française, jacobine, de dire de centraliser, de dire, les rousseauistes, un peu de dire une fois que la volonté générale s'est exprimée, les volontés individuelles doivent se soumettre à cette volonté générale. Donc c'est ça qui est questionné aussi avec la désobéissance civile. Concernant son association avec l'écologie, souvent et en ce moment encore plus, on associe désobéissance civile et écologie comme si ce serait un peu intrinsèque. Alors il y a deux dimensions là-dessus, sur le fait que la désobéissance civile, le climat, ça ne va pas de soi. Et le parallèle parfois avec le mouvement des droits civiques ou Gandhi dont je vous parlais n'est pas immédiat. Parce que quand vous transgressez une loi, par exemple quand vous faites une action qui consiste à bloquer une route pour dénoncer l'inaction du gouvernement, la loi que vous brisez, le fait que vous n'avez pas le droit de bloquer une route, ce n'est pas directement la loi que vous cherchez à faire changer. Contrairement aux lois ségrégatives où quand vous asseyez dans le bus, vous voulez pouvoir vous asseoir dans le bus. Et ça c'est un défi, donc on parle parfois de désobéissance civile indirecte, ce qui fait qu'en fait parfois on a une déconnexion entre le mode d'action, le fait de bloquer une route, etc., et la demande qui est donc le gouvernement, par exemple, agisse sur l'urgence climatique. Et quand on regarde aussi historiquement, cette association n'a rien d'évident. Quand on pense à la désobéissance civile, on pense au camp du Larzac, qui est vu comme un exemple dans les années 70 de non-violence, avec une dimension par conviction. Il y avait notamment Lanza del Vasto, qui était un apôtre de la non-violence et qui montrait qu'il y avait une forte dimension spirituelle et qui cherchait à convaincre Larzac. Mais quand on interroge des personnes qui ont participé, par exemple Alain Lippietz qui disait récemment qu'en fait au Larzac, c'est plus une dimension stratégique pour beaucoup de militants qui venaient de l'extrême gauche après mai 68 et qui cherchaient aussi une nouvelle façon de faire perdurer la lutte et qui avaient adopté une non-violence plus par stratégie pour laisser le mouvement aux mains des paysans qui avaient notamment participé à l'initiation du mouvement, et ce qui n'a pas empêché des actions qui sont que parfois on oublie, mais qui consistait à s'introduire dans le camp militaire pour voler des plans du camp, de l'extension du camp. Donc il y avait une forme de désobéissance civile, d'illégalité, et voire de dégradation matérielle avec des petits sabotages de fil. Et quand on regarde le mouvement antinucléaire, on a aussi un exemple du fait que la non-violence n'est pas inconditionnelle, inhérente au mouvement écologiste, où le mouvement antinucléaire a eu recours dans les années 70 à notamment, pour les actions les plus illégales et qui ont été contestées, mais assez à la marge, en fait, finalement, avec des attentats contre des centrales, donc à la fois contre le projet de centrale. Il y a eu aussi un attentat contre un dirigeant d'EDF qu'il a épargné parce qu'il avait visé avec une bombe la mauvaise partie de sa maison. Et il y avait beaucoup de manifestations contre des centrales, en fait, où il n'y avait pas vraiment de choix entre la manifestation et l'insurrection, où les personnes se retrouvaient sur le site de construction des centrales nucléaires. Et à l'époque, le nucléaire, on voyait vraiment ça, il y a des débats aujourd'hui dans le mouvement écologiste, mais comme l'État, le pouvoir de l'État est de dire que c'est quelque chose qui suppose un niveau de sécurité, de technicité, qui fait que ça donne davantage de pouvoir à l'État. Et dans un climat post-68, c'était quelque chose dont on cherchait à se méfier, de remettre les clés des centrales nucléaires, donc les clés de l'énergie, à l'État. D'où l'énergie solaire qui était très populaire à l'époque comme forme d'autoproduction de l'énergie et comme indépendance. Il y a un épisode quand même en 1977 à Malville qui a fait que le mouvement écologiste a évolué vers la non-violence et qu'il n'est pas vraiment revenu dessus ensuite. C'était que les manifestants s'étaient donné rendez-vous et ils n'avaient pas su trancher sur la stratégie à adopter. Il y a des personnes qui étaient là pour manifester, d'autres pour faire de la désobéissance civile, d'autres pour s'en prendre au chantier, d'autres pour affronter la police. Et ce qui fait que c'était assez cacophonique, y compris pour la police qui s'est mis, comme elle sait faire encore aujourd'hui, à tirer un peu sur tout le monde. Et il y avait eu finalement un mort à la suite de ça, et les écologistes s'étaient finalement distanciés de la non-violence. Et ça coïncidait aussi avec l'idée qu'il fallait créer un parti politique avec la candidature de Dumont qui avait lieu un peu avant. Et donc finalement, il y avait aussi cette idée que mai 68 s'étant éloigné, le rapport à la violence de la société avait changé et qu'on s'adaptait à ça. Donc voilà, ça a montré ce panorama qu'il n'y avait rien d'évident entre violence et non-violence. Il y a eu le mouvement altermondialiste avec la participation d'Attac notamment qui a contribué à une revitalisation
des mouvements écologistes et de la désobéissance civile, avec donc le mouvement intermondialiste, c'était contre le néolibéralisme, et ce n'était pas seulement pour les questions écologiques, mais il y a eu une convergence, et notamment l'idée de justice climatique et sociale vient de là, en disant qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je passe là-dessus, mais pour montrer deux formes de désobéissance civile que vous avez peut-être en tête, mais qui sont assez différentes et que parfois on ne distingue pas. Celle qui est faite par exemple par Greenpeace, qui consiste en fait plus dans un modèle d'action coup de poing et de témoignage. L'idée, c'est par exemple, Greenpeace, c'était dans les années 70 que l'organisation s'est créée aux États-Unis pour s'opposer aux essais dans le Pacifique. Donc l'idée, c'était autant de s'opposer aux essais nucléaires que d'attirer l'attention de l'opinion publique. Et c'est encore plus clair avec la chasse à la baleine. Vous allez empêcher une chasse à la baleine, non pas pour sauver toutes les baleines, mais pour attirer l'attention de l'opinion publique là-dessus. Et vous le faites avec des militants souvent professionnalisés, un petit nombre, notamment parce qu'on l'oublie, mais Greenpeace, c'était dangereux à l'époque avec le Rainbow Warrior qui a été coulé donc, par les services secrets français. Et la différence avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou le camp du Larzac, c'est que Notre-Dame-des-Landes, c'est une action plus directe. Et je parlais du fait que la désobéissance civile, parfois on ne transgressait pas la loi qu'on dénonçait, mais pour le cas de Notre-Dame-des-Landes, qui était aussi alimenté par des militants intermondialistes, le but c'était de s'opposer à un projet en habitant directement sur le lieu pour empêcher concrètement que le projet se fasse. Il y avait une dimension aussi qu'on appelle préfigurative, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant de la politique, on préfigure le monde d'après qu'on veut. Et une idée qu'en fait, on retrouvait chez Gandhi et chez Luther King, dont je parlais avant, de dire voilà, sur la non-violence. Même si la ZAD, il y avait une diversité de tactiques, comme le mouvement altermondialiste, il y a cette idée en fait qu'en occupant un espace, on va mener d'autres formes de mobilisation. Je vais peut-être revenir plus rapidement, je ne sais pas à quel point vous l'avez en tête, mais j'ai des images sur les mouvements actuels avec Extinction Rébellion, un mouvement qui est venu en 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements climat ont commencé par la grève et la manifestation, qui sont des modes d'action plutôt classiques et qui sont maintenant pas inefficaces, mais qui sont amenés à dialoguer avec d'autres luttes, notamment avec la réforme des retraites. On se souvient des casserolades qui avaient prolongé la contestation. Donc l'idée que la manifestation en elle-même ne suffit plus. Et ce qui était intéressant, c'était que c'était un peu un retour aux fondamentaux de la désobéissance civile, où là on sortait de luttes locales qu'on avait à Notre-Dame-des-Landes ou de l'action coup de poing pour avoir une désobéissance civile de masse avec Extinction Rébellion. L'idée c'était de forcer une discussion publique, et notamment il y avait cette idée qu'on allait submerger le système carcéral en faisant des actions illégales pour forcer le gouvernement à écouter les revendications. C'est quelque chose des mouvements qui ont dû s'adapter au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est une question que se pose tout mouvement social. Une fois qu'on passe l'apogée de l'attention médiatique, comment on fait, notamment quand l'opinion publique s'en désintéresse, il y a eu le Covid entre-temps, et quand la police s'adapte, puisque maintenant ils savent très bien mettre fin à un blocage, à des actions de désobéissance civile. Je vais peut-être passer sur le cas anglais dont j'avais prévu de parler, mais parce que juste parler des enjeux, donc de comment faire face à la répression et comment faire aussi face à un durcissement où en Angleterre, le gouvernement conservateur et la presse conservatrice a créé cette image qu'on traîne encore aujourd'hui des militants écologistes opposés aux travailleurs qui veulent juste aller travailler, de militants privilégiés d'un côté et de travailleurs précaires de l'autre côté qui seraient les premiers à subir les effets du changement climatique. Il y a quand même eu l'impact des Gilets jaunes entre-temps, et un mouvement comme Extinction Rébellion, qui au début était resté assez distant des Gilets jaunes en leur disant vous allez occuper juste une petite tente sur notre blocage et rester un petit peu loin parce que sinon on va nous démanteler, etc., progressivement avaient revu ces modes d'action. Par exemple, pendant la dernière réforme des retraites, ils avaient essayé de trouver une troisième voie entre les manifestants présents, en désamorçant les grenades lacrymogènes, en les renvoyant pour protéger les militants qui étaient en tête de cortège. Donc c'est une façon intéressante de s'adapter et aussi de faire des ponts avec d'autres mouvements. J'ai mis un exemple de deux autres mouvements que vous connaissez peut-être, Just Stop Oil en Angleterre et Dernière Rénovation en France. Et l'idée de ces mouvements, en fait, face à la popularité, c'était de prendre des demandes qui sont jugées comme consensuelles. En France, c'était intéressant, c'était une demande qui venait de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de demander la rénovation thermique des bâtiments, qui est à la fois une mesure pour le climat, parce qu'on dépense moins en termes d'énergie, mais aussi une question sociale, parce qu'on a des factures d'énergie plus faibles, mais tout en acceptant des modes d'action impopulaires. Donc, je parlais de la dimension indirecte de la désobéissance civile. L'idée, c'est de faire parler de soi à tout prix avec des actions parfois impopulaires, comme le fait de s'enchaîner ou de mettre sa main sur un tableau et de jeter de la soupe. On a eu les soulèvements de la Terre en France aussi, qui me paraissent intéressants, parce que ça peut être vu a priori comme une forme de retour à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et d'une façon, c'est né aussi à Notre-Dame-des-Landes, avec une rencontre et l'idée de qu'est-ce qu'on fait pour, après des marches climat, des actions de désobéissance qui n'ont pas été efficaces, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? L'idée que les luttes locales comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avaient permis une forme de succès, mais que ça avait demandé de longues années. Et là, les soulèvements de la Terre, l'idée, et ce week-end ils sont à Castres contre le projet de la 69, c'est de se multiplier les adversaires, donc dire c'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi les grandes entreprises. Donc par exemple, si on voit le projet d'autoroute à Castres, l'idée, c'est ce qui est dénoncé, c'est que c'est un projet qui est soutenu par Pierre Fabre depuis de nombreuses années pour pouvoir mieux acheminer des choses à l'usine, et que ça va permettre finalement quelques minutes de temps de trajet en moins
pour les habitants. Et on voit bien comment on essaie d'opposer les questions écologistes et sociales en disant là vous vous opposez au fait que des personnes soient désenclavées, alors qu'à la fin ça demande pas, ça fait pas une grande différence. Je vais finir par les défis qui restent à relever. Et je vais peut-être passer sur les dilemmes, mais il y a quand même des questions qui se posent pour les mouvements écologistes. Est-ce qu'on la portée des demandes, est-ce qu'on demande des mesures précises de politique publique, par exemple la rénovation thermique des bâtiments, ou est-ce qu'on dénonce plus généralement la destruction du vivant avec les soulèvements de la Terre? La question du rapport à l'État, est-ce qu'on demande une régulation publique en disant que même si l'État est parfois au service du marché, il a quand même un pouvoir de régulation, ou au contraire, est-ce qu'on dénonce sa participation à la destruction du vivant? Un écart aussi entre symbolique et matériel. Est-ce qu'on mise sur le pouvoir d'interpellation de la désobéissance civile, ou est-ce qu'on mise plutôt sur des formes d'action directes comme à Notre-Dame-des-Landes? Sur le lieu de l'action aussi, est-ce qu'il faut militer au cœur des capitales avec la dimension de dénonciation, ou est-ce qu'il faut au contraire aller directement sur les lieux des projets contestés? Alors pour prendre un peu de recul et conclure, ce qu'on voit avec la désobéissance civile, c'est qu'elle peut être vue comme une forme de réponse à une impasse de la démocratie représentative, et aussi une réponse à la lenteur de l'action de l'État, et même un questionnement sur est-ce que l'État, les grandes entreprises peuvent s'adapter pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et climatiques. Et pour conclure, je pense que c'est justement parce que les actions de désobéissance civile sont parvenues à poser la question de comment faire ces transformations d'ampleur, qu'elles se heurtent à des intérêts et donc à des résistances. Et pour élargir, je suis revenu à Albert Hirschman, peut-être que vous connaissez, qui au début des années 90 a écrit ce livre « 2 siècles de rhétorique réactionnaire », où il identifie en fait 3 critiques qu'on fait souvent aux mouvements sociaux et qui ont été impliqués pour les mouvements de désobéissance civile. La première, c'est de l'effet pervers, c'est de dire que le résultat est contraire à l'intention initiale, par exemple de dire aux écologistes qui bloquent des routes, de dire là vous aliénez une partie de la population, de dire voilà vous faites l'inverse de ce que vous prétendez faire, l'inanité, de dire de toute façon c'est trop tard donc ça sert à rien ce que vous faites, et la mise en péril, de dire non seulement vous faites l'inverse de ce que vous demandez, mais vous mettez en péril des acquis précédents. C'est par exemple quand on accuse des militants écologistes de désobéir et donc de s'opposer à la majorité, et donc finalement de fragiliser la démocratie. Hirschman distingue 3 façons, et je m'arrêterai là-dessus, de répondre à ces critiques. La dimension de péril imminent plutôt que d'effet pervers, de dire en fait le danger c'est pas d'agir, le danger c'est l'inaction. C'est quelque chose qui marche bien pour les mouvements écologistes, de dire ne dénonçons pas les effets pervers de notre action, mais plutôt les effets pervers de notre inaction. La question aussi contre l'inanité, donc c'est-à-dire que rien ne peut changer, c'est la dimension de sens de l'histoire, de dire qu'en fait le sens de l'histoire, c'est pas l'inaction, c'est pas l'immobilité, mais que de toute façon la société est en train de changer, et autant participer à ce qu'elle aille du bon côté. On le voit aujourd'hui avec l'extrême droite qui fait bouger la société, et il y a cet enjeu de ne pas juste rester à un ordre pas précis, mais d'aller vers quelque chose d'autre. Il y a la dimension de la synergie aussi, plutôt que de la mise en péril, dire plutôt que de dire que vous menacez la démocratie, on peut considérer que les actions de désobéissance civile renforcent la démocratie, et plutôt que de dire qu'en militant pour le climat, on s'oppose à des causes sociales, de dire qu'en fait, il y a des mesures pour le climat qui permettent aussi de répondre à des questions sociales et donc de réduire cet écart entre les deux. Donc tout ça, et je conclus sur un graphique que j'ai fait récemment pour donner quelque chose de plus empirique, en faisant un sondage sur la population française, qui permet de montrer en fait que la conclusion, ce sera en fait que ce qui compte, c'est moins la légitimité du mode d'action lui-même et son inégalité que la cause. Et donc ce qu'on a fait avec ce constat qu'en fait les militants écologistes étaient de plus en plus dénoncés comme impopulaires, on avait notamment le mouvement des agriculteurs en disant les écologistes mettent à terre les agriculteurs, alors que les agriculteurs eux-mêmes en fait souffrent des conséquences du réchauffement climatique et d'une façon aussi de gouverner qui a fait qu'ils s'endettent aujourd'hui et que personne ne reprend leur exploitation. Et donc, ce qu'on voit, donc, ces questions ont émergé pendant que les agriculteurs bloquaient les routes, et quelque chose qui était qualifié de coup de sang, qui était bien vu par les autorités. Donc ça montre déjà que ce n'est pas tant le mode d'action qui compte que la justice de la cause et votre capacité à dire que vous faites ça au nom de l'intérêt général, à la fois pour les agriculteurs, pour les générations futures, pour les classes populaires aussi qui sont menacées en premier par les effets du changement climatique. Et ce qu'on voyait, en fait, c'est qu'il y a, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y a certains modes d'action qui étaient vus comme majoritairement acceptables par une partie de la population. Et ça peut même soutenir, mais même des gens de la majorité présidentielle, des personnes qui s'identifiaient au parti d'Emmanuel Macron, considéraient que dans certaines conditions, c'était plutôt acceptable de bloquer une entreprise polluante. Et ce qu'on voit, c'est que le soutien à ces modes d'action, donc on en a testé 4, bloquer nos routes, interrompre un événement sportif, bloquer une entreprise polluante et occuper une zone naturelle menacée. Les 2 plus populaires, c'est les 2 qui impliquent une plus grande forme de radicalité supposée et d'illégalité, c'est de bloquer une entreprise polluante, qui est soutenue par une large majorité de la population, quasiment 70%, et occuper une zone naturelle menacée, plus de 60%. Et quand on regarde les déterminants, il n'y a pas d'effet d'éducation, de diplôme, il y a un effet de revenu, mais c'est plutôt les personnes à revenus intermédiaires, plus proches du SMIC, qui soutiennent ces modes d'action.
Et les ouvriers employés soutiennent davantage le fait de bloquer une entreprise polluante que les cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc tout ça, je pense que ça montre que le débat est moins mené sur les modes d'action. C'est quelque chose qu'ils ont fait au Royaume-Uni, ils ont essayé de revenir à des formes plus modérées, et chaque mouvement ensuite a son approche, mais c'est d'avoir le débat justement sur pourquoi on fait ces actions et de construire cette légitimité. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je pense que cette journée contribuera à